Bienvenue sur les cours de Jean-Philippe pour un chapitre très court consacré aux fonctions circulaires de la variable réelle et complexe. Donc les prérequis, alors je rappelle que j'ai fait un chapitre sur les fonctions circulaires mais de niveau terminal, où là c'est un chapitre très long, où on a démontré pas mal de choses. Là, les choses importantes ont été démontrées dans le chapitre sur l'exponentielle de z définie par sa série entière, quel que soit z appartenant à c, donc rayon infini. On sait qu'elle est c infini, que sa dérivée c'est elle-même, qu'elle a des propriétés additives, que exponentielle de z ne s'annule jamais, et que exponentielle de moins z est égale à 1 sur exponentielle de z, et que quel que soit θ appartenant à R, le conjugué d'exponentielle iθ c'est exponentielle moins iθ, le module d'exponentielle iθ est égal à 1, et que cette fonction-là est un C infini homomorphisme du groupe R+, vers le groupe U multiplié. U, c'est le disque unité. Enfin, c'est pas le disque, c'est le cercle, en fait, unité. D'accord ? Alors, c'est-à-dire l'application, là, l'homomorphisme est périodique, et sa plus petite période, c'est 2π, quel que soit alpha appartenant à R. La restriction à cet intervalle-là est une bijection. On sait aussi qu'exponentielle 0 est égal à 1, exponentielle i pi sur 2 à i, exponentielle i pi à moins 1. Tout ça a été démontré dans le chapitre sur l'ensemble des nombres complexes. Quel que soit x appartenant à R, on pose cosinus x égale partie réelle d'exponentielle x, qui est égale donc à ça, sinus x égale partie imaginaire, qui est donc égale à ça. Cosinus x, sinus x appartiennent à R, et évidemment, exponentielle x égale sa partie réelle plus i fois sa partie imaginaire. Généralisation, on va poser ça, quel que soit z appartenant à c. Ça donnera la fonction cosinus, et puis sinus de z qui sera égal à ça, quel que soit z appartenant à c. On a donc cosinus z plus i sinus z qui est égal à exponentielle iz, quel que soit z appartenant à c. Elles ont un développement en série entière qui est égal à ça, parce que tout simplement ça vient du... et le rayon est infini, hein. Ça vient du développement ici, puisque si je fais cosinus z, c'est 1/2 de ça plus ça. D'accord? C'est-à-dire de ça. Sauf que là, quand n est impair, ça s'annule, donc il ne reste plus que les termes pairs. Donc ça, ils sont doubles, donc ça supprime le 2. Fait somme de 0 à plus l'infini de iz à la puissance 2n sur 2n factoriel. Sauf que i à la puissance 2n, c'est i2 à la puissance n, c'est-à-dire moins 1 à la puissance n. Donc on obtient bien somme de moins 1 puissance n multiplié par z à la puissance 2n sur factoriel 2n, et c'est pareil pour sinus z. Alors le tableau suivant donne les valeurs de cosinus x et sinus x. Alors démonstration, il suffit de dire que cosinus x, là la variable est réelle, c'est que des variables réelles. C'est donc partie réelle d'exponentielle x, et le sinus c'est partie imaginaire. Donc là, si je prends x égale 0, exponentielle i fois 0 c'est 1, partie réelle 1, partie imaginaire 0. Exponentielle i pi sur 2 c'est i, partie réelle, partie imaginaire. Exponentielle i pi c'est moins 1, partie réelle, partie imaginaire. Exponentielle 3i, 3pi sur 2, c'est i 2pi moins pi sur 2, donc c'est pareil qu'exponentielle moins i pi sur 2 qui est le conjugué d'exponentielle i pi sur 2 qui fait donc le conjugué de i, c'est-à-dire moins i. Et moins i, sa partie réelle c'est 0, partie imaginaire c'est moins 1. Puis le dernier c'est comme 0. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, alors ensuite, quel que soit z appartenant à c, cosinus pi sur 2 moins z est égal à sinus t, sinus pi sur 2 moins z égale cosinus z, sinus t, sinus z, cosinus pi sur 2 plus z égale moins sinus z, sinus pi sur 2 plus z égale cosinus z. Alors, si la variable était réelle, on irait beaucoup plus vite que ça, on dirait partie réelle d'exponentielle x, partie imaginaire, etc. Mais là, c'est plus compliqué. Donc, il faut revenir à la définition. Mais le exponentiel i pi sur 2, il fait i. Là, ça fait moins i, et donc on obtient ça. Et ça nous fait exactement, je vous laisse vérifier, hein,
sinus z. Sinus pi sur 2 moins z, hein, eh bien, on fait pareil, sauf que c'est 2i. Donc là, ça fait i exponentielle moins iz, plus i exponentielle iz sur 2i, les i s'en vont. Et ça fait cosinus z. Cosinus pi sur 2 plus z, d'accord? Donc pareil, il y a des i et des moins i qui se mettent en facteur. Et ça fait, au bout du compte, moins sinus z. D'accord? Et enfin, celui-là qui se traite de la même façon et qui donne cosinus z. De la même façon, toujours, cosinus pi plus z égale moins cosinus z. Donc, de rajouter pi, ça prend l'opposé, quoi. Sinus pi plus z égale moins sinus z. Cosinus pi moins z, c'est moins cosinus z. Et sinus pi moins z, c'est sinus z. Tout ça, c'est évident quand la variable est réelle. Mais bon, là, la variable n'est pas réelle. Donc ici, bah, je passe par pi sur 2. J'aurais pu refaire comme ça. Hein. Et puis finalement, non, je vais faire avec pi sur 2. Donc là, comme c'est cosinus de pi sur 2 plus ce truc-là, bah, je vais dire que c'est moins sinus de ça. D'accord? Et ce qui me fait moins cosinus z. Et là, je fais exactement pareil. Ça, c'est le cosinus de pi sur 2 plus z, donc moins sinus z. Et ça nous fait ça. Donc ça nous fait pi sur 2 plus. Donc cosinus de pi sur 2 plus, c'est moins sinus pi sur 2 moins z. Et le sinus de pi sur 2 moins z, d'après ce qu'on a vu, c'était cosinus z, donc moins cosinus z. Et pareil ici, sinus pi moins z, c'est sinus de ça. Donc ça va être le cosinus de pi sur 2 moins z, et lui, il fait sinus z. La fonction cosinus est paire, la fonction sinus est impaire. La démonstration, il suffit d'écrire. Pareil pour le sinus, c'est évident. Quel que soit z appartenant à C, cosinus z au carré plus sinus z au carré est égal à 1. En fait, c'est des propriétés qu'on connaît avec la variable réelle, et on voit qu'elles sont vraies avec la variable complexe. Bon, là, c'est des identités remarquables. Sinus de z égale 2 sinus z cosinus z. Cosinus de z égale cosinus carré z moins sinus carré z. On peut écrire 2 cosinus carré z moins 1 ou 1 moins 2 sinus carré z. Bon, il suffit d'écrire ça et de développer. Il suffit d'écrire ça et de développer. Et puis ensuite, en utilisant ça, eh bien dans cette formule-là, on remplace le cosinus carré z par 1 moins sinus carré z. Et dans la même formule, on remplace le sinus carré z par 1 moins cosinus carré z. Et on a ces deux égalités. Quel que soit z, z', cosinus z, z' est égal à cosinus z moins sinus z, sinus z'. Idem pour sinus z plus z', qui est égal à sinus z, cosinus z' plus cosinus z, sinus z'. C'est une généralisation des formules connues avec les nombres réels. Bon, ben là aussi, c'est du développement. Alors, c'est un petit peu long. La plupart des termes se suppriment et il ne reste que ça. Et pour le deuxième, ben, on fait exactement pareil. Là aussi, il y a des termes qui se suppriment et il ne reste à la fin que sinus z plus z'. Alors, on a toutes les autres formules là, qui se déduisent des deux précédentes. Ces deux-là, en remplaçant z' par moins z'. Celle-là, bon, bah, celle-là, on calcule ça plus ça. Ça fait ça, donc on a facilement. Ensuite, celle-là, bah, on calcule ça. Et on trouve facilement aussi. Voilà. Elles sont toutes faciles en fait. On a ces formules-là qui s'obtiennent facilement en faisant ce petit changement de variable. Puis ensuite on applique 2 cosinus A cosinus B, ça fait cosinus A plus B plus cosinus A moins B. Mais A plus B ça fait Z et A moins B ça fait Z'. Le 2 on fait pareil, le 3 pareil, le 4, bah, le 4 on fait sinus Z moins sinus Z'. Donc on remplace dans celle-là le Z' par moins Z'. Donc ça fait sinus Z moins Z' sur 2 cosinus Z plus Z' sur 2. Bon, je ne me fatigue pas, mais franchement, c'est les mêmes formules qu'on avait déjà avec les variables réelles. C'est facile. Formule de Moivre.
Donc c'est celle qui nous dit ça. Donc ça peut permettre d'obtenir des formules donnant cosinus nz, parce que cosinus... alors, quand z est un nombre réel, parce que quand z est un nombre réel, ça c'est la partie réelle, ça c'est la partie imaginaire. D'accord? Partie réelle, partie imaginaire. Évidemment, c'est faux quand z est un nombre complexe. D'accord? Mais quand z est un nombre réel, c'est-à-dire que cosinus nz, c'est la partie réelle de ce truc-là, donc on applique le binôme de Newton, et puis on prend la partie réelle, idem pour la partie imaginaire. Bon. Mais cette formule-là, elle est vraie, quel que soit z appartenant à C. Alors, comment la démontrer? Ça, c'est ça, donc ça fait ça, et ça, c'est ça, donc c'est immédiat. Les fonctions cosinus sinus sont continues dérivables, c'est infini, la dérivée de sinus c'est cosinus, la dérivée de cosinus c'est moins sinus. Bon, on se ramène à la définition. Donc on a l'addition de deux fonctions continues dérivables, c'est infini. Donc cosinus est continu dérivable, c'est infini, et sa dérivée est égale à la dérivée de ça plus la dérivée de ça sur 2. Donc ça nous fait i exponentielle iz moins i exponentielle moins iz sur 2. Et ça, en mettant le i en dessous, ça nous fait l'opposé d'exponentielle iz moins exponentielle moins iz sur 2i, c'est-à-dire moins sinus z. Et pareil pour l'autre, hein, elle est c infini, et quand on dérive, ça nous fait ça. Il y a une simplification pareille, et ça nous fait cosinus z. Remarque que les premiers termes des développements en série entière du cosinus et du sinus nous donnent des développements limités, hein, comme toutes les séries entières. Donc là, je l'ai pris à l'ordre 3 parce qu'en fait, le coefficient en z au cube est nul. Là, je l'ai pris à l'ordre 2, et en fait, le terme en z au carré est nul. Cosinus sinus sont deux pi périodiques, ça veut dire que cosinus de z plus 2pi est égal à cosinus z. Et sinus de z plus 2pi est égal à sinus z, quel que soit z appartenant à C. Les périodes de cosinus et sinus sont les deux capi, k appartenant à z d'étoile, donc la plus petite c'est 2pi. Démonstration. Exponentielle z est 2ipi périodique, hein, parce que exponentielle de z plus 2ipi, c'est exponentielle z exponentielle 2ipi, et ça on sait que ça fait 1. Donc ça fait exponentielle z. Et on a dit que si z était égal à it, la plus petite période de cette fonction, c'est 2pi. Si t est une période de cette fonction-là, on aurait exponentielle de t plus 0 égale exponentielle 0 égale 1, donc exponentielle t est égale à 1. Donc exponentielle a exponentielle b égale 1. Si je prends le module, ça nous fait... Alors exponentielle a, c'est exponentielle d'un réel, c'est positif. Et exponentielle ib en module, il vaut 1. Donc ça ferait exponentielle a égale 1, donc a égale 0. Et là, puisque a égale 0, ça nous fait que exponentielle ib est égale à 1. Et dans ce cas-là, on sait que t est de la forme de capi, d'après ce qu'on a dit avant. K appartient à z. Car 2pi est la plus petite période de t de cette fonction. Donc t finalement est égal à 2i capi. Bon, la plus petite période, c'est quand k, non nul hein, bien sûr, c'est quand k, c'est pas la plus petite, non. T est égal à 2i capi. Là, on n'a pas à faire un réel. Cosinus maintenant de z plus 2pi. C'est exponentielle de i z plus 2pi plus exponentielle de moins i z plus 2pi divisé par 2. Donc ça se sépare en exponentielle iz exponentielle 2ipi qui vaut 1, et ici exponentielle moins iz exponentielle moins 2ipi qui vaut 1. Donc ça nous fait en fait cosinus z. Donc 2i est bien une période de cette fonction-là, et de la même façon on montre que c'est une période de cette fonction-là. Soit t, une période du cosinus. Alors cosinus t va être égal à cosinus t plus 0, égale cosinus 0 égale 1. Et comme cosinus carré t plus sinus carré t est égal à 1, on déduit que sinus t est égal à 0. Et donc cosinus it qui est égal à cosinus t plus i sinus t va être égal à 0. Non, pas à 0. Il va être égal
un cosinus t, ça fait 1. Donc il va être égal à 1. Voilà. Mais d'après ce qu'on a vu dans la partie 1, si exponentielle it est égal à 1, eh bien on sait que t est un 2 capi. Parce que la plus petite période de exponentialité pour t appartenant à R, on a vu que c'était 2pi. Donc t est égal à 2 capi où k appartient à z. Donc 2pi est bien la plus petite période du cosinus. Voilà. Et maintenant pour le sinus, on va dire que sinus de pi sur 2 plus z est égal à cosinus z, quel que soit z. Si t' est une période du sinus, alors on va avoir cosinus de t' plus z égale sinus de ça. Mais comme t' est une période du sinus, ça fait sinus de pi sur 2 plus z, c'est-à-dire cosinus z. Dans ce cas-là, quel que soit z. Donc on voit que t' est une période du cosinus. Donc t' est de la forme de capi, où k appartient à z. Et donc la plus petite, c'est 2pi. Et bon, c'est bien une période, puisqu'on l'a démontré avant, 2pi est une période du sinus et du cosinus. Voilà, donc ça fait qu'on a démontré tout ça. Montrons que pour x appartenant à 0pi ouvert, sinus x est positif. Démonstration, on sait que sinus x il est égal à x plus taux de x2, autrement dit que sinus x est équivalent à x au voisinage de 0. On va prendre 0 plus. Donc sinus x sur x tend vers 1. Donc il existe nu, et ce nu, je vais le choisir inférieur à pi pour être sûr dans cet intervalle, tel que pour x entre 0 et nu, on met ça. D'accord? Donc ça nous fait que à ce moment-là, que sinus x est supérieur à x sur 2, qui est donc positif. Supposons que le sinus s'annule entre 0 et pi. Comme on a ça, on trouve que cosinus x0 égale 1 ou moins 1, et quand il est égal à 1, l'exponentielle est égale à 1, donc x0 égale 2 capi, mais x0 est positif, donc x0 va être au moins supérieur ou égal à 2pi. Ce qui n'est pas possible puisque x0 est dans cet intervalle. D'accord? Et dans l'autre cas où c'est égal à moins 1, bah, on a ça, mais moins 1 c'est exponentielle pi, je divise et j'obtiens ça. Et donc j'obtiens que x0 moins pi est égal à 2 capi, et ça nous fait ça. Et donc comme x0 est positif, il faut que k soit au moins égal à 0, mais à ce moment-là je vais dépasser pi, donc ça ne marche pas. Donc ça ne s'annule pas. Alors, ok. Par ailleurs, je note que si je prends x égale nu sur 2 qui est plus petit que nu, eh bien je vais avoir sinus de nu sur 2 qui est positif d'après ça. Alors, supposons qu'il existe x0 appartenant à 0pi, tel que le sinus de x0 est inférieur à 0. Alors, d'après la continuité du sinus, il existe c, théorème des valeurs intermédiaires, appartenant à ça ou ça, suivant que x0 est plus grand ou plus petit que nu sur 2. De toute façon, il n'est pas égal à nu sur 2, vu que le sinus de x0 est négatif, alors que le sinus de nu sur 2 est positif. D'accord? Tel que sinus c égale 0. Ben, c'est impossible, parce qu'on ne peut pas avoir sinus c... en fait, nu sur 2 et x0 étant entre 0 et pi, c qui est entre les deux va être aussi entre 0 et pi. Et on sait que sinus x égale 0 est impossible sur 0 pi. Donc finalement, le sinus ne peut pas être strictement négatif et ne peut pas être égal à 0 sur 0 pi ouvert, donc il est strictement positif. La conséquence de ça, c'est que x, quand x appartient à moins pi sur 2, eh bien on utilise le fait que cosinus x égale sinus de pi sur 2 plus x. Alors le pi sur 2 plus x, bah, il va être entre 0 et pi, je rajoute pi sur 2 quoi. D'accord? Donc ça veut dire que son sinus va être positif d'après ce que j'ai vu avant. Ok? Et la fonction sinus, donc ça veut dire que cosinus, qui est égal à ça, va être positif. Il faut bien comprendre que ça, ce que j'en déduis, c'est que le cosinus x est positif. Oui, mais c'est mis. Donc, puisque sinus est dérivable là-dessus,
et que le... Enfin, il est même dérivable là-dessus. Il faut fermer cet intervalle, hein, soyons fous. Il est dérivable sur R. Hein. Et que la dérivée est égale à cosinus x, et qu'on a vu qu'elle était strictement positive sur moins pi sur 2, pi sur 2, sur moins pi sur 2, pi sur 2, eh bien, on va dire que sinus x est croissant là-dessus. Et forcément, il va être croissant quand c'est fermé, hein, on le sait ça. Donc, ça veut dire qu'on a ça. On a ce tableau de variation. Hein. Ça, c'est le tableau de variation du sinus. Là, c'est la dérivée du sinus, c'est-à-dire le cosinus, qui s'annule en moins pi sur 2 et 1 pi sur 2. Et bon, j'ai mis 0, il ne sert à rien, mais je l'ai mis quand même. En 0, il y a une dérivée qui est égale à 1. Sinus 0, c'est 0. Sinus de moins pi sur 2, c'est moins 1. Sinus de pi sur 2, c'est 1. Bon, de toute façon, là, la fonction sinus étant impaire, il y a une symétrie par rapport à 0. Bon, bah avec ça, je fais ma courbe de la fonction sinus entre moins pi sur 2 et pi sur 2, et je vais la compléter. Bon, on termine très rapidement sur la fonction sinus. On a cette relation qui nous donne une symétrie par rapport à la droite d'équation, droite verticale d'équation x égale pi sur 2. Donc ça me permet de rajouter cette partie-là. Puis, une deuxième fois, on utilise le fait qu'elle est impaire, ce qui me permet de rajouter ça. Donc là, on a les variations sur un intervalle de longueur 2π, et elle est 2π périodique. Donc après, on en déduit cette courbe sur R. On remarque que la dérivée seconde, c'est moins sinus x qui est négatif sur 0π. Donc là, on a une courbe qui est concave et qui est positive en fait sur l'autre. Donc on a une courbe qui est convexe sur moins pi 0. Et donc on a un point d'inflexion en 0 puisqu'on a un changement de concavité. Par ailleurs, sinus x est inférieur à x pour tout x positif. On utilise la fonction f égale x moins sinus x qu'on dérive. La dérivée est positive, la fonction est strictement croissante en fait. Et donc f de 0 est égal à 0, donc f de x est positif et donc on a le résultat. À partir de ça, on peut étudier la fonction cosinus x, dont la dérivée est égale à moins sinus x, est négative sur 0π. Donc sur 0π, ça nous fait ça. Et la dérivée en pi sur 2 est égale à moins 1. En pi sur 2, ça fait 0, bien sûr. Et donc là, je peux au moins tracer ça. Et comme la fonction est paire, il y a une symétrie par rapport à la x, y, j'ai ça. Et donc là, j'ai ces variations entre moins pi et pi. Donc après, je peux donner tout de suite, hein, c'est pas la peine d'attendre, ces variations sur R. Bah, là, j'ai mon axe des y, ça va faire ça. Et le côté, pareil. Voilà. Pour la concavité, la dérivée seconde du cosinus c'est moins cosinus qui change de signe, non, qui est négatif entre moins pi sur 2 et pi sur 2, qui est positif entre pi sur 2 et pi. Donc, on peut dire que la courbe est concave, ou la fonction est concave entre 0 et pi sur 2, d'accord? Puisque là, on est entre 0 et pi sur 2, la dérivée seconde est négative. Et puis, elle est convexe après. Et donc, il y a un changement de concavité en pi sur 2. Donc, ça veut dire qu'il y a un point d'inflexion en pi sur 2. Remarque que cosinus x est égal à sinus de x plus pi sur 2, quel que soit x appartenant à R. Donc la courbe du cosinus, c'est-à-dire celle-là, se déduit de la courbe du sinus, celle-là, en faisant une translation de vecteur u de coordonnées moins pi sur 2, pi sur 2. Quel que soit z appartenant à C, quel que soit A appartenant à C, sinus z égale 0 si et seulement si z appartient à pi z, hein, cosinus z égale 0 si et seulement si z appartient à pi sur 2 plus pi z, cosinus z égale cosinus a, équivaut à z égale, enfin z est un a plus 2k pi z, ou z est un moins a plus 2k pi z. Donc ça fait a, z appartient à a plus
2 pi z union moins a plus 2 pi z. Sinus z égale sinus a équivaut à z appartient à a plus 2 pi z ou pi moins a plus 2 pi z. Démonstration, bon, c'est facile, on revient à la définition. Et donc là, on a ça, et en divisant par 2i, ça fait z égale k pi. Donc ça veut bien dire qu'il appartient à ça. Cosinus z égale 0, on fait pareil, et on dit que ça, c'est moins 1, on divise, donc ça fait ça, et donc 2iz moins i pi est égal à 2ik pi, on divise par 2i, ça fait z est égal à pi sur 2 plus k pi, et pi sur 2 plus k pi, c'est bien ça. Cosinus z égale cosinus a, ça équivaut à ça. Et donc là, c'est une formule. Donc soit ça égale 0, soit ça égale 0. Ça est égal à 0, on a vu ça. Hein. C'est quand z plus a est un k pi. Et puis ça égale à 0, c'est quand z moins a, sur 2, pardon, est un k pi. Donc ça fait z égale moins a plus 2 k pi ou a plus 2 k pi. A plus 2 k pi ou moins a plus 2 k pi. Sinus z égale sinus a. Ça revient à dire que ça c'est le sinus z, ça c'est le sinus a. Et donc on applique la règle précédente et on a ça qui est égal à ça plus 2 k pi ou à ça plus 2 k pi. Et donc ça nous fait z égale a moins 2 k pi ou z égale pi moins a moins 2 k pi. On change le moins k en plus k. Et donc ça fait z égale a plus 2 k pi ou pi moins a plus 2 k pi. Et donc, ça nous donne bien ce truc-là. Sinus z égale 1 si et seulement si z appartient à pi sur 2 plus 2 pi z. Et cosinus z égale 1 si et seulement si z appartient à 2 pi z. Bon, sinus ça nous fait sinus z égale pi sur 2. J'applique la règle précédente. Z est donc égal à pi sur 2 plus 2 k pi ou pi sur 2 moins pi sur 2. Mais ça fait la même chose, plus 2 k pi. Donc ça revient à dire que z est égal à pi sur 2 plus 2 k pi. Puis celle-là, cosinus 0, c'est 1. Oui, enfin, le 1, c'est cosinus 0. Donc, dire ça, ça veut dire que z égale plus ou moins 0 plus 2 k pi, d'après ce que j'ai dit avant. Donc, que z appartient à 2 pi z. Fonction tangente de la variable complexe, on a vu que cosinus z égale 0 si et seulement si z appartient à pi sur 2 plus z pi. On définit donc tangente sur ce que j'appelle d égale c moins pi sur 2 plus pi z. Et donc c'est la fonction qui a z associe sinus z sur cosinus z appartenant à c. Elle est c infini, impair, puis périodique, et sa dérivée est égale à 1 sur cosinus carré z qui fait 1 plus tangente carré z. Alors, elle est c infini parce que sinus et cosinus sont c infini sur d. Par ailleurs, si z appartient à d, ça équivaut à cosinus z différent de 0, donc aussi un cosinus de moins z, puisque cosinus de moins z est égal à cosinus z, donc différent de 0, ce qui équivaut à moins z appartient à d. Sinus est impair, cosinus pair, donc tangente est impair. Z appartient à d équivaut à cosinus z différent de 0 équivaut à cosinus pi plus z différent de 0, parce que ça, cosinus pi plus z, ça fait moins cosinus z. Donc ça équivaut à z plus pi appartient à d. Tangente de z plus pi, c'est sinus z plus pi sur cosinus z plus pi, et moins sinus z sur moins cosinus z égale tangente z. Donc z est pi périodique, et on verra plus loin que pi est bien la plus petite période. Tangente prime z, on dérive, hein. Le sinus, ça fait cosinus fois cosinus, moins la dérivée du cosinus moins sinus fois sinus. Donc ça fait 1 sur cosinus carré z, mais je peux remplacer le 1 donc, par ça, et je divise les deux par cosinus carré, donc ça fait 1 plus tangente carré z. Pour l'étude de la fonction, classique, hein, donc là on a une fonction croissante. La limite du cosinus x quand x tend vers pi sur 2 moins est égale à 0 plus, parce qu'on a déjà étudié le cosinus, hein, parce que le cosinus est positif là-dessus. Limite et que le cosinus de pi sur 2 est égal à 0, ou qu'elle est continue à pi sur 2. Limite de sinus x
quand x tend vers pi sur 2, c'est 1. Donc la limite de la tangente, c'est 1 sur 0 plus égale plus l'infini. Et tangente 0 est égale à 0. Bon, donc ça nous fait ça entre 0 et plus infini, avec une pente ici qui est égale à 1, puisque ça fait 1 sur cosinus carré 0. Bon, et la tangente est impaire, donc on fait une symétrie. On fait d'abord la courbe entre 0 et pi sur 2, puis une symétrie. Là, j'ai mis la tangente de pente 1. Donc, c'est pas très bien fait. La tangente seconde est égale à ça, elle change de signe en 0, donc change de concavité. Elle est positive pour x supérieur à 0, la fonction est convexe, et négative pour x négatif, parce que c'est du signe, le cosinus, lui, il est positif, c'est du signe de sinus x. Et donc là, ça va être concave sur moins pi sur 2, 0. Donc on avait cette courbe de la fonction tangente entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Là, il y a une longueur de pi. On a vu que pi était une période. Donc voilà, on reproduit ça indéfiniment. On a vu qu'il y avait un point d'inflexion en 0. La tangente en 0 a pour équation y égale x. On peut vérifier que tangente x est supérieure à x pour x positif et négatif autrement, en étudiant la fonction f, qui à x correspond tangente x moins x, dont la dérivée est égale à tangente carrée. Donc la fonction f est positive, et comme f de 0 est égal à tangente 0 moins 0, c'est-à-dire 0, la tête à toto, on a donc f de x qui est positive ici, négative ici, d'où le résultat. Les périodes de la fonction tangente, si t est appartenant à c, a priori est une période de tangente de z plus t va être égale à tangente z, quel que soit z appartenant à c. Donc en particulier, pour z est égal à 0, ça nous donne tangente t égale 0. Donc sinus t est égal à 0, donc t égale kpi. Donc la plus petite période, c'est pi, on a vu que pi était bien une période. Donc l'ensemble des périodes, c'est pi z, et pi est la plus petite. Quelques formules avec tangente. Si a, b, a plus b n'appartiennent pas à pi sur 2 plus pi z, on a tangente a plus b qui est égale à tangente a plus tangente b sur 1 moins tangente a tangente b. Alors on remarque d'ailleurs que ça là, parce qu'on a peur que ça soit égal à 0 évidemment, mais c'est égal à 0 si et seulement si cosinus a plus b égale 0, c'est-à-dire tangente a plus b n'existe pas, c'est-à-dire a plus b appartient à pi sur 2 plus pi z. D'accord, donc il faut bien mettre avec les trois conditions, on est sûr de pouvoir tout écrire. Tangente a plus b égale ça, on divise ensuite par cosinus a cosinus b, et le résultat est immédiat. Conséquence, si on a ça, cette fois-ci, on va avoir ça, forcément, et puis si on remplace a et b par x, pour x n'appartenant pas à pi sur 4 plus pi sur 2z, ni à pi sur 2 plus pi z, on aura tangente de x égale 2 tangente x sur 1 moins tangente carré x. Pour la première, il suffit de remplacer b par moins b, et comme la fonction tangente est impaire, le tour est joué. Pour la deuxième, il faut pouvoir parler de tangente x et de tangente 2x. Alors pour parler de tangente x, il faut être sûr que 2x n'appartiennent pas à pi sur 2 plus pi z, donc on a cette condition. Donc il nous faut cette condition, et puis évidemment pour parler de tangente x, il nous faut aussi cette condition. Voilà. Donc tangente 2x à ce moment-là, c'est tangente x plus tangente x sur 1 moins tangente x, donc ça fait bien 2 tangente x sur 1 moins tangente carré x. Pour x n'appartenant pas à pi sur 2 plus 2 kpi, eh bien c'est-à-dire pour, c'est pas ça d'ailleurs, c'est 2 pi z ça, veut dire pour x n'appartenant pas à, voilà, à pi sur 2 plus 2 pi z. Eh bien 1 moins cosinus x sur 1 plus cosinus x est égal à tangente carré x sur 2. Bon, ce qu'on remarque, c'est que ça, c'est nul si et seulement si x appartient à pi plus 2 pi z. D'accord ? Ça équivaut à dire que x sur 2 appartient à pi sur 2 plus pi z. C'est-à-dire, ça c'est la condition pour que tangente x sur 2 n'existe pas. Donc on a bien, à partir du moment où on a ça, ça c'est pas nul non plus. De toute façon,
c'est évident, hein, moins cosinus x. Alors on utilise des formules avec les cosinus. On utilise la formule cosinus 2x égale 1 moins 2 sinus carré x. Et puis aussi est égal à 2 cosinus carré x moins 1, sauf qu'on remplace x par x sur 2. Donc ça fait 2 sinus carré x sur 2 sur 2 cosinus carré x sur 2, ce qui fait tangente carré x sur 2. On a aussi 1 moins cosinus x sur sinus x égale tangente x sur 2. Ça c'est pour x différent de pi plus pi z. Démonstration, d'abord sinus x égale 0 si et seulement si x appartient à pi z. Et puis pour x sur 2, il faut que l'on ait ça, c'est-à-dire ce qui équivaut à ça. Donc si x n'appartient pas à pi z, eh bien effectivement on aura ça. Donc les deux sont bien définis. Et là, c'est des formules, 2 sinus carré x sur 2, et puis ça ici, donc tangente x sur 2. Si x appartient à moins pi sur 2, et que t est égal à tangente x, alors on a ces deux résultats. Bon, 1 plus t2, c'est 1 sur cosinus carré, donc cosinus carré est égal à ça. Et x appartient à ça, donc le cosinus x est positif, donc on prend la racine. Sinus x, c'est tangente x fois cosinus x. Tangente x, donc c'est t fois 1 sur, donc ça fait ça. Et enfin, pour x appartenant à moins pi sur 2 et t égale tangente x sur 2, on a ces trois formules. Bon, x sur 2 appartient à moins pi sur 4, donc la tangente existe. Hein. C'est pas un pi sur 2 plus kpi. Donc 1 moins t2 différent de 0, parce que 1 moins t2 c'est égal à ça, c'est différent de 0, parce que cosinus x est positif sur ça. Donc ça nous fait que 1 moins t2 sur 1 plus t2, c'est cosinus x sur cosinus carré x sur 2 fois 1 sur 1 plus t2. Mais 1 plus t2, ça fait ça. Donc finalement, on obtient cosinus x, parce que là, il y a des simplifications entre ces deux-là, il ne reste plus que cosinus x. 2t sur 1 plus t2, c'est 2. Alors le t, c'est sinus x sur 2 sur cosinus x sur 2. Le 1 sur 1 plus t2, ça fait ça. Et maintenant, je simplifie ça et ça. Il en reste un en haut. Et donc, ça fait 2 sinus x sur 2 cosinus x sur 2 égale sinus x. Et puis, le tangente, il existe bien là-dessus. Tangente x, c'est sinus x sur cosinus x. Donc, on divise ça par ça. Et on trouve bien 2t sur 1 moins t2.